Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la Chine et au yuan qui sera dispensé par Monsieur Benoît Fernandez-Rioux, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, donc le représentant ici en France de Selfinvest, et je vais donc commenter les 3 premières diapositives de ce webinaire. Tout d'abord, pour vous indiquer qui est Selfinvest. Donc, Selfinvest a été créé en 1998, donc sous droit luxembourgeois, et depuis lors a ouvert des bureaux dans de nombreux pays européens, dont la France, où nous assurons ce webinaire ce soir. Nous proposons un service dans 6 langues, dont le français, et ce de 8h à 22h, 5 jours par semaine. Les familles de produits proposées sont les CFD, les CFD, le Forex et les futurs. Alors, 2 grandes familles distinctes. D'un côté, des produits de gré à gré comme le CFD et le Forex, et d'un autre côté, des produits de marché comme les futurs. La différence que je fais entre les 2 familles de produits, c'est que dans un cas, il y a un carnet d'ordre, dans l'autre, il n'y en a pas. Dans un cas, le marché est centralisé, organisé, et dans l'autre, c'est un marché de gré à gré qui est géré par chaque broker. Donc, c'est vrai que si vous comparez le cours du CFD CAC 40 d'un broker à l'autre, il peut être différent de quelques virgules, de quelques dixièmes de points. Par contre, le cours du futur, il est forcément identique chez tous les brokers, puisque là, il s'agit d'un marché centralisé. Notre site internet que vous avez maintenant à l'écran sur cette diapositive donc, a été refondu il y a maintenant 1 an, essentiellement pour proposer la rubrique numérotée 6 sur cette diapositive, où ça vous donne la possibilité de trouver des ressources au sein du site par le biais d'une recherche thématique, c'est-à-dire par profil de trading, où on s'est posé des questions un peu à votre place en vous disant, comme là on le voit sur la diapositive, faire du scalping. Vous dites, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de faire du scalping et rien d'autre. Donc, vous allez cliquer sur ce petit bouton bleu, ce petit carré bleu, faire le scalping, et tomber sur une page qui vous décrira toutes les ressources qu'on met à votre disposition pour faire le scalping. La raison d'être de cette refonte de site, c'est qu'au fil des années, Selfinvest proposait de plus en plus de ressources pour ses clients, et ça pouvait, à la fois pour ses clients ou pour les nouveaux visiteurs, être moins évident à trouver et à identifier que la ressource était bien présente. Dernière diapositive avant de donner la parole à Benoît. Donc, cette diapositive est là très importante puisqu'elle va vous rappeler, effectivement, elle s'intitule « Choisir Selfinvest, c'est avoir l'esprit tranquille ». Donc, au quotidien, maintenant, désormais, bien trop souvent, mais ça continue à arriver régulièrement, je suis en contact téléphonique avec des gens qui vont, avec des personnes, des traders qui demandent des codes de démonstration pour tester notre plateforme. Et lorsque je les discute au téléphone avec eux, parce que je les contacte pour les aider à utiliser la plateforme, très souvent, et ça arrive maintenant tous les jours, ils se sont fait piéger par des options binaires ou d'autres produits équivalents, et ils sont très méfiants, forcément, et ils ont raison, mais j'aurais tendance à dire, j'espère que ce soir, je peux vous mettre en garde avant que cela vous arrive. Donc, faites très attention lorsque vous choisissez un intermédiaire financier à bien identifier s'il est d'une part régulé, comme c'est le cas de Selfinvest et de bien d'autres, bien sûr, régulé dans le pays pour lequel vous voulez ouvrir un compte, mais aussi et surtout que les avoirs que vous confiez à votre broker sont bien ségrégés des fonds propres du broker. C'est-à-dire que, en résumé, ça veut dire, alors on me dit coupure de son. Est-ce que le son est coupé ou est-ce que vous m'entendez? Parce que normalement, dites-moi juste si vous m'entendez parfaitement ou si c'est le cas du... On me dit OK pour le son, voilà. Donc c'est bon. Il y a peut-être eu une micro-coupure, effectivement. Je viens d'avoir une alerte sur la plateforme. Donc effectivement, il y a eu une micro-coupure, mais ça a dû être rétabli maintenant. Voilà, c'est revenu. Donc voilà, donc comme je l'ai indiqué, toutes les diapositives vous seront adressées à l'issue du webinaire. Si vous ne receviez pas les diapositives d'ici demain, n'hésitez pas à m'adresser un email. Mon email figurera sur la dernière diapositive de ce webinaire.
Donc, je vais maintenant passer la parole à Benoît, qui va se présenter et qui va bien sûr vous présenter ce webinaire. Je vous souhaite un excellent webinaire à toutes et à tous. Merci Alain, merci donc à Univers Bourse et à WH Self-Invest de m'inviter pour eh bien vous parler ce soir de la Chine et du yuan. Et puis merci surtout à vous pour suivre un petit peu ce que je vais vous présenter ce soir, malgré effectivement la chaleur et le beau temps que nous avons en ce beau mois d'août 2016. Alors c'est une présentation que j'ai également donnée pour la petite histoire, eh bien il y a à peu près un an, en 2015, et c'est donc une présentation pour tout vous expliquer, qui va vous présenter la Chine, le yuan, et puis on terminera par une analyse des perspectives dans les grandes lignes sur justement cette devise un petit peu exotique. On va revenir dessus, mais avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc je suis Benoît Fernandez-Rioux, consultant, ainsi que trader pour compte propre, donc pas pour le compte des institutions, mais bien pour mon propre compte, comme je l'imagine vous qui m'écoutez. Je suis également auteur et formateur, auteur notamment de 2 livres, Le trader privé que vous avez là sur l'image, donc un livre dédié véritablement à l'approche globale pour intervenir sur les marchés, donc 4 grands piliers que je développe, la maîtrise comportementale, qui est quand même indispensable et sur laquelle j'insiste beaucoup, parce que c'est un petit peu ce qui va faire la différence entre un trader perdant et un trader gagnant. Contrairement à ce que l'on pense généralement au niveau de la méthode. C'est-à-dire la méthode, certains pensent que ça fait tout et pourtant non, c'est indispensable évidemment, mais ça ne fait pas tout. Donc la maîtrise comportementale est essentielle. La méthode de trading, c'est également indispensable. Et le tout sans gestion du risque ne sert à rien. Donc il faut aussi parler de la gestion du risque. Et voilà, cet ouvrage, en tout cas, vous parle de tout ça. Je l'ai voulu accessible, je l'ai voulu complet. Et comme c'est un ouvrage qui fonctionne bien, qui a eu un certain succès, il en est aujourd'hui, en 2016, à sa seconde édition. Et je vais aussi vous parler en 30 secondes du premier ouvrage que j'ai publié qui s'appelle Introduction au Forex, qui en est à sa 3e édition, lui, et qui est un livre, comme son titre l'indique, d'introduction, donc véritablement pour ceux qui débutent sur le marché d'échange, sur le marché donc, du foreign exchange, le marché des devises, un marché un peu particulier, un peu différent des autres par notamment quelques caractéristiques comme son ouverture en continu, son effet de levier, même s'il tend à se réduire un peu ces derniers temps pour éviter les choses de type Brexit, etc. Mais c'est vrai qu'on a quand même encore aujourd'hui un effet de levier, en tout cas en France et dans le reste du monde, dans la plupart des pays, pas mal d'effets de levier qu'il faut savoir maîtriser, et c'est pour ça que la gestion du risque est importante. Bon, je ne vais pas m'étendre sur ces livres, c'est juste pour vous présenter un petit peu mes 2 ouvrages. Je suis également formateur, expert de notamment ce marché, le marché d'échange, et ce soir, on va faire un focus donc sur la devise chinoise, le yuan. Alors, pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, depuis l'année dernière, la Chine, comme je l'indique dans ce slide, est passée sérieusement à l'action en montant d'un cran son offensive dans la guerre des monnaies. Alors c'est une guerre qui sévit depuis plusieurs années entre les grandes puissances. Cette façon de parler, guerre des monnaies, c'est une sorte de guerre commerciale au niveau de la politique monétaire. Donc les banques centrales des grands pays, notamment de l'OCDE, sont à la manœuvre en inondant de liquidités et alors d'évaluer, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas en dépréciant volontairement leur devise dans le temps. Donc c'est pas une dévaluation au sens où ça ne se fait pas en instantané, ça ne se fait pas non plus de manière très officielle, très annoncée, mais
ça se fait comme ça dans le temps, petit à petit, suite à la crise donc de 2008, la crise des subprimes. C'est une façon un petit peu de relancer l'économie d'une part, après l'avoir entre guillemets soutenu au moment de la crise de 2008-2009, et puis des soubresauts qu'il y a eu ensuite au niveau, quand on a reporté finalement les dettes privées sur la dette des États, au niveau de 2011-2012, notamment au niveau de la zone euro. Et aujourd'hui, on est toujours un petit peu dans cette queue de comète, et on a un nouvel acteur qui est la Chine, et qui, petit à petit, bien, profite, entre guillemets, de cet état de fait entre les États-Unis et notamment l'Europe, pour s'insérer dans le concert des nations. Donc ça n'a pas été, tout ça n'a pas été sans conséquence sur les marchés, et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, souvenez-vous, 2015, notamment l'été 2015, lorsque l'on a eu des soubresauts, hein, notamment donc sur le yuan, on va y revenir. Et puis, souvenez-vous également, pour parler de ce qui s'est passé plus récemment, et bien de ces fameux début d'année 2015 et puis début d'année 2016 et fin d'année 2015, où on a eu, eh bien, souvenez-vous, des craintes au niveau de la Chine. Hard landing, soft landing, tout ça, c'est une question de vocabulaire. Ce qui est sûr, c'est que la Chine prend sa place, mais elle le prend avec eh bien, des remous, des vagues. Le paquebot tourne, mais le paquebot eh bien, ne tourne pas de manière fluide, de manière sans conséquence. Et tout ça, donc, eh bien, peut avoir des effets collatéraux généralement indésirables sur les portefeuilles, même donc si vous n'êtes pas investi sur la zone chinoise, ou même si vous n'êtes pas féru d'intervention sur le yuan, vous pouvez être impacté par ces fameux soubresauts du paquebot chinois qui tourne. Donc dans cette conférence, on va essayer de comprendre tout ça et détailler la nouvelle place que joue eh bien, cet empire du milieu vis-à-vis de l'équilibre mondial qui tend peu à peu à changer. Et tous les nouveaux mécanismes qui se mettent peu à peu en place pour le monde de demain, notamment le fait, on en reparlera, mais que le yuan va devenir très certainement à terme, et plus le temps passe et plus ça devient un court terme. Alors c'est pas demain, mais on va le voir bientôt. Eh bien, le yuan peut devenir à terme donc une devise majeure. Alors, zoom arrière notamment parce que pour ceux qui me connaissent, j'aime bien toujours poser un petit peu, donc reposer les bornes un petit peu du terrain de jeu, et notamment là on va parler de la Chine avant de parler du yuan. Et voilà, la Chine, pour changer un petit peu notre vision franco-française centrée sur nous-mêmes, voilà, la Chine, elle a ça en fait en carte du monde, avec la Chine évidemment qui est centrée au milieu. Donc avec cet immense océan Pacifique, et puis de l'autre côté, vous voyez, alors la Chine est ici, et bien d'un côté du Pacifique, le continent américain, et puis de l'autre côté, sur sa gauche, eh bien, le Golfe, et puis à son extrémité, l'Europe. Donc la Chine, c'est une république, elle est dite populaire, donc communiste. République, donc il n'y a pas de roi, il y a jadis eu un empereur, certes, mais désormais, eh bien, le chef du pays, qui est un président, eh bien, qui est issu du peuple, est issu du suffrage universel. Le seul souci, c'est que comme c'est une république populaire, donc à tendance communiste, très fortement communiste au niveau pas de l'économie aujourd'hui, mais au niveau de la politique, eh bien on est sur un système de parti unique. Et donc finalement, le suffrage ne sert à rien, puisque le président est forcément le président du pays est également le premier secrétaire du parti unique. Donc là, en ce moment, c'est Xi Jinping qui est là et qui vous salue. Donc c'est une personne que l'on voit généralement sur tout ce qui est G4, G7, G8, etc. Et que l'on voit de plus en plus au niveau des décisions mondiales.
Donc la superficie et la population, comme vous pouvez constater, sont... Alors bon, évidemment, il faut un petit peu remettre, ça ne sert à rien que je vous donne ces chiffres comme ça de manière brute, mais disons que la superficie qui est à peu près de 10 millions de kilomètres carrés est à peu près, sur la Chine, la même que le continent européen. Alors je ne parle pas ni de la zone euro, ni de l'Union européenne, mais bien du continent européen, c'est-à-dire en gros du détroit de Gibraltar jusqu'aux plaines de l'Oural, hein, Ukraine inclus donc. Et la population est le double du continent géographique européen. C'est-à-dire que de notre côté, nous sommes à peu près 700 millions pour 10 millions de kilomètres carrés. Et pour ces fameux 10 millions de kilomètres carrés, en Chine, ils sont le double, près d'1,4 milliard. Si on fait un petit saut en arrière, on prend une machine à remonter dans le temps, pas si lointain en fait, hein, sortir de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, dans les années 50, ce qui fascinait les Européens, et notamment en France, c'était le continent américain, les sauveurs, les alliés. C'était le pays, l'Amérique, et notamment les États-Unis, le pays de la démesure, le pays où tout était plus grand, tout était différent. Si aujourd'hui le monde s'est un petit peu rétréci dans le sens où il est devenu un village global et c'est plus vraiment l'Amérique qui nous fait rêver. Je ne sais pas si la Chine nous fait rêver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris un petit peu ce même côté aujourd'hui. C'est le pays aujourd'hui de la démesure. Effectivement, un seul pays, et bien avec une population qui tout de suite est dans l'ordre de grandeur du milliard. Donc 1,4 milliard d'habitants, 1,376 milliard pour être précis. Donc 1,4 milliard, 1,3 milliard. Vous voyez, si jamais l'équivalent de la population française disparaissait en Chine, eh bien on serait toujours dans le même ordre de grandeur, c'est-à-dire on parlerait encore d'1,3 milliard d'habitants. Donc vous voyez, on est vraiment sur une autre échelle. Hein, donc tout ça pour remettre en perspective. Je ne vais pas entrer dans les débats où la place de la France, etc. Doit-on être seul, doit-on être dans l'Europe? Mais vous voyez que le monde d'aujourd'hui est un monde où les blocs deviennent quand même assez massifs. Donc la densité qui est évidemment de 70 habitants de kilomètre carré en Europe, géographiquement hein, toujours, eh bien, est le double forcément au niveau de la Chine. Donc c'est le pays le plus peuplé du monde, c'est d'un côté le plus peuplé du monde, et au niveau de la superficie, ce n'est pas le premier, puisque le premier c'est la Russie. Ensuite on a le Canada et ensuite les États-Unis. Donc bon évidemment il y a selon les frontières toujours débat, puisqu'on va en parler après. On a essentiellement, au niveau de la Chine, un bloc continental au centre de l'Asie et 3 types de territoires qui, d'une part, on a les territoires montagneux, les plaines et les territoires côtiers. Et au niveau des territoires, notamment montagneux, on a des débats sur l'appartenance de ces territoires au niveau de la Chine. Donc là, c'est une vue satellite pour vous montrer ces 3 types de territoires. Donc tout à droite, le côté oriental, en quelque part, de la Chine est côtier. C'est également le plus densément peuplé et également le plus développé. C'est là où véritablement se situent toutes les usines, se situent les capitales, les grandes villes. On a la partie verte continentale qui est également assez bien peuplée. Et puis la partie montagneuse et entre guillemets plus désertique, alors, sans toutefois être totalement désertée. Là, ce sont ces fameux territoires qui sont des régions autonomes, notamment la région autonome du Tibet, région autonome du Ouïghour, dont on parle de temps en temps, hein, et la région dont on parle un peu moins autonome de Mongolie intérieure, dans le nord, et puis la région autonome de Ningxia. Bon, voilà 4 grandes régions autonomes, et également une région autonome dans le sud, de Guangxi, mais on est véritablement sur ces 2 grandes régions autonomes à l'ouest du pays, donc le Ouïghour et le Tibet.
voilà, sur des débats qui, pour certains, font partie de la Chine, pour d'autres, ne font pas partie de la Chine. Et en fonction de ça, la Chine a cette fameuse 4e place, officiellement ou pas, au niveau de sa superficie. Autre particularité, donc au-delà des régions autonomes, on a évidemment des tas de provinces qui, elles, sont des provinces administrées. Alors, elles ont également leur autonomie, mais elles sont beaucoup moins autonomes et beaucoup plus rattachées à la capitale. Et on a également 2 régions administratives spéciales qui sont en vert en bas, Hong Kong et Macao, voilà, 2 anciennes colonies qui ont rejoint, notamment Hong Kong, en début de ce siècle, et puis Macao un peu plus anciennement, mais voilà, une ancienne colonie portugaise, et Hong Kong, une ancienne colonie anglaise. Voilà, on a également des petites particularités comme Taïwan, et puis quelques autres petits territoires. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ce pays qui a l'air d'être un bloc comme ça, vu d'ici, un bloc uniforme, n'est finalement pas si éloigné de notre bonne vieille Europe, ou même pourquoi pas des États-Unis, avec leur cinquantaine d'États. C'est-à-dire que on n'est pas sur quelque chose qui est monobloc, on est bien sur des petits... on va parler de provinces, de régions, etc., de petits blocs qui sont des blocs qui n'ont pas forcément la même homogénéité au niveau du pays. Voilà. Donc c'est une agrégation de différents blocs. Comme on a depuis plus d'un demi-siècle maintenant eh bien une forte centralisation du pouvoir, hein, depuis que la Chine est devenue communiste, on a cette fameuse impression d'unité. Mais derrière, et même historiquement, la Chine n'est pas forcément si unitaire que ça. C'était un grand rêve. C'est un grand rêve qui tient depuis donc une cinquantaine d'années, un peu plus, une soixantaine d'années pour être exact. Mais c'est un rêve qui va devoir à un moment donné passer sous les fourches codines de l'histoire pour savoir si cela doit tenir ou pas. Donc ça c'est important parce que l'histoire s'accélère et parce que le jour où ce moment de vérité arrivera, que ce soit une implosion intérieure, des revendications locales ou pourquoi pas des sécessions, notamment de la part de régions autonomes ou de régions administratives, eh bien on peut avoir des soubresauts et à ce moment-là, des craintes, de nouvelles craintes qui peuvent impacter les marchés et qui, vous l'avez bien vu donc en 2015, peuvent impacter ensuite nos marchés ici en Europe, voire les marchés américains. Alors ce pays qui est donc découpé en 22 provinces, 5 régions autonomes et 2 régions administratives spéciales, a une capitale administrative qui est donc Beijing, Pékin, qui est la capitale politique, entre guillemets, et comme dans pas mal de pays, quand on a une capitale politique, on a parfois une capitale économique qui est une capitale autre, donc qui est également la ville la plus peuplée, qui est donc Shanghai. Ville la plus peuplée, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Shanghai lui-même fait à peu près 20 millions d'habitants officiellement, 20 millions, rendez-vous compte, lorsque Paris intramuros ne fait que 2 millions, vous voyez, c'est un zéro de plus. Et si je vous parle de l'agglomération de Shanghai, donc la ville intramuros, entre guillemets, de Shanghai, plus les villes autour, on est sur près de 60 millions d'habitants. 60 millions, c'est-à-dire quasiment la France, en fait. Vous voyez, c'est le pays de la démesure. Et on a, petite particularité, non seulement une capitale économique qui est Shanghai, mais aussi une capitale économique autre, une sorte de capitale économique offshore, qui est donc ouverte aux investisseurs étrangers, et qui est Hong Kong. Parce que historiquement, Hong Kong était ouvert sur le monde, ça c'est de par sa tradition, quand elle appartenait au Commonwealth, donc à l'Empire britannique. Donc si vous avez, pourquoi pas, des envies d'investissement sur la région, ce pays ou la région chinoise ou la région asiatique de manière plus globale et que vous voulez faire un focus sur la Chine, à ce moment-là, très certainement,
vous allez plutôt vous diriger vers Hong Kong que vers Shanghai. Au niveau des chiffres macroéconomiques de base, donc je les ai remis à jour par rapport à ce que j'avais présenté l'année dernière, et cette remise à jour est assez impressionnante, puisqu'en fait on était sur un PIB en 2015 de l'ordre de 10 000 milliards de dollars, et aujourd'hui on est sur du 11 000, donc on a pris 1000 milliards de dollars en un an, 1000 milliards de dollars en un an au niveau du PIB, c'est-à-dire la moitié du PIB français en un an. Incroyable. C'est pour ça qu'on parle d'une progression quand même assez conséquente. Si on ramène ça au niveau des habitants, du nombre d'habitants, donc on fait un PIB par habitant, on est à du 8 000 $, alors que l'année dernière on était encore à du 7 500 $ par tête. Par tête. Donc aujourd'hui, la Chine a gagné pas mal de place et arrive à la 25e place, alors qu'elle était encore 40e l'année dernière. Donc vous voyez, ils montent, et petit à petit, ils sont en train de prendre la place, la première place. Donc on va en parler après. Mais d'abord, ramenons ça au niveau des parités de pouvoir d'achat, parce qu'en fait, effectivement, un chiffre brut, c'est bien, et un chiffre brut, ça reste du dollar avec le taux de change. On peut avoir un effet de change qui va dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut gagner des places ou en perdre, rien qu'avec le fait que la devise change. Et comme la devise est devenue un peu plus flottante depuis l'année dernière, eh bien cet effet s'accentue. Mais quand on ramène ça au niveau des parités de pouvoir d'achat, vous voyez que la Chine a finalement la même place, c'est-à-dire la 25e place au niveau du PIB par habitant. Et on a même eu un meilleur classement puisqu'on est sur du 14 000 $ par habitant, ce qui est somme toute désormais, aujourd'hui en 2016, pas si négatif. La croissance du PIB qui était, souvenez-vous, il y a encore 3-4 ans, de près de 10% par an, 8% par an, il est vrai qu'à l'époque, et c'est vrai, ça s'est confirmé ces derniers temps, les chiffres étaient très certainement un petit peu optimistes, pour ne pas dire trafiqués, entre guillemets, dans le bon sens. Aujourd'hui, on est sur du 5%, et même si les chiffres sont encore un petit peu optimistes et que certains parlent d'un chiffre que l'on pourrait diviser par 2, ça reste quand même une progression qui est quand même somme toute présente, c'est-à-dire qu'on a véritablement ce PIB qui augmente. Et c'est vrai qu'avec un PIB qui devient de plus en plus gros, hein, aujourd'hui on l'a vu, 11 000 milliards de dollars au niveau brut, plus, alors qu'il était à 10 000 il y a encore un an, on est sur un effet logique de ralentissement, ne serait-ce qu'un ralentissement mathématique. Je m'explique. Si on a un PIB de 1, et que l'on passe à 2, c'est-à-dire que l'on a gagné 1, on a une croissance de 100%. Si ensuite, l'année suivante, on a toujours une progression de 1, c'est-à-dire qu'on fait la même progression, de 2, on passe à 3. Donc mathématiquement, on n'a plus un effet de 100% d'augmentation, mais seulement de 50%. Et si on continue la troisième année à avoir aussi une progression de 1, ce qui est finalement la même progression que les 2 dernières précédentes années, on passe de 2 à 3, et du coup, on a un effet de 50%, pardon, de 3 à 4, et donc on a un effet du coup de 33%, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a la croissance qui dans le temps diminue, alors que finalement en brut, on a la même valeur de progression. Donc c'est ce qui se passe au niveau d'un si gros bloc comme la Chine. Donc il y a un effet de ralentissement de la croissance du PIB qui est normal, donc de 10 on est passé à 8 puis à 7, puis là récemment on passe à 5, on est même en dessous un petit peu de 5 officiellement, hein, 4,7, 4,8, et mathématiquement c'est une tendance de fond, l'autre qui devrait continuer. On a un autre effet qui est un effet maturité, donc ça c'est un effet plus macroéconomique qui fait que petit à petit, avec une telle croissance, on a une population qui vit de mieux en mieux et du coup qui a des attentes, des exigences un peu plus grandes
Alors, on commence à parler de grève dans un pays où elles étaient, il n'y a encore pas si longtemps, si c'est pas interdite, mais en tout cas fortement réprimées. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses pour demander plus de protection sociale, des salaires plus hauts, etc., etc. Et donc, du coup, eh bien, on a un effet de maturité du pays qui fait que cette croissance ralentit. Donc, ces effets doubles, voire triples, avec l'effet aussi du fait que la vision optimiste que l'on avait à un moment donné devient de moins en moins optimiste parce qu'on a un effet de retour à la réalité, ce que l'on appelle le soft landing, certains parleront de hard landing, eh bien, fait que cette croissance du PIB devrait continuer dans le temps, au fil du temps, donc à diminuer. On ne serait pas étonné, donc, si ce n'est pas l'année prochaine, mais en tout cas l'année suivante, d'avoir dû officiellement 4%, voire 3,5, voire 3%. Le taux de chômage, quant à lui, est de 4%, mais dans un pays où la protection sociale n'est pas si développée, ce qui est un comble pour un pays socialiste officiellement, fait que ce taux de chômage, un petit peu à l'instar du PIB, ne veut pas dire grand-chose. En tout cas, il est officiellement, en tout cas, sur du 4%. Faisons un petit retour sur l'histoire. Donc, de 49 à 78, la Chine a été très très fortement repliée sur elle-même, essentiellement agricole. La Chine était véritablement en quasi-autarcie avec finalement tout le monde qui était paysan, dans une économie qui est très, très fortement planifiée, aux caractéristiques soviétiques. C'était d'ailleurs la volonté de Mao Zedong à l'époque, en 1949, lorsque il a pris le pouvoir. Mais ce système, en quelque part, n'a pas survécu avec le temps, puisque ça s'est terminé, comme souvent dans ce type de système, par une immense famine qui a fait quand même, pour la petite histoire, plus d'une quinzaine de millions de morts. Alors on n'a pas les chiffres véritablement officiels. À l'époque, même si les chiffres d'aujourd'hui sont optimistes, à l'époque, il était certainement encore plus. Mais enfin, quand on parle de 15 millions de morts au niveau d'une famine, dans les années 70, c'est vrai que il y a de quoi se remettre en cause. Donc, suite à la mort de Mao, eh bien, les dirigeants ont bien compris que pour continuer, il fallait changer les choses. Et à partir de 78, donc les grandes réformes ont commencé et elles ont duré également 2 décennies à peu près pour faire passer le pays d'un système très rigide et fermer un système beaucoup plus souple et plus ouvert. Donc, on est sur le fameux « enrichissez-vous » de Deng Xiaoping depuis la fin des années 70. Et aujourd'hui, en 2016, on est sur, vous voyez, ces effets en quelque part qui ont pris racine dans les années 70, avec un petit passage en 89 où la Chine se déclare là totalement, officiellement, être une économie socialiste de marché, ou une économie de marché socialiste. Certains mettent marché avant socialiste, d'autres le mettent l'un avant l'autre, mais peu importe. C'est surtout que la caractéristique principale de ce système, eh bien, c'est de ne pas accepter, de continuer à ne pas accepter la concurrence sur le plan politique, tandis que la concurrence est totalement acceptée sur le plan économique, et même elle est encouragée. À tel point que une décennie quasiment après cette fameuse économie socialiste de marché, on a la Chine qui rentre officiellement, qui devient membre de l'OMC depuis 2001, et c'est depuis 2001 qu'on a cette fameuse caricature, mais qui n'est pas qu'une caricature, qui est finalement une réalité, qui est que ce pays est considéré depuis maintenant une quinzaine d'années, donc là, comme l'atelier du monde officiel, puisque on peut être en libre-échange entre la Chine et la zone euro, ainsi que la zone américaine d'ailleurs. En 2010, la Chine devient deuxième puissance mondiale devant le Japon.
Donc là, au niveau du PIB, hein, ce que l'on a vu précédemment. Et en 2016, aujourd'hui, elle est considérée comme la première puissance en rapportant les chiffres en parité de pouvoir d'achat. Donc c'est quelque chose de solide, c'est-à-dire que la Chine est officiellement passée devant les États-Unis en parité de pouvoir d'achat. C'est vrai qu'en brut, les États-Unis sont toujours loin devant la Chine, puisque on a un PIB de l'ordre de 17 000 à 18 000 milliards de dollars, tandis qu'on l'a vu, la Chine est à 11 000 milliards de dollars. Mais il y a un petit acteur, enfin un petit acteur entre guillemets, qui n'a pas dit son dernier mot, qui est la zone euro, qui, elle, l'Union européenne, en fait, pour être plus précis, qui, elle, si elle était fédérée et agrégée, en brut, serait et resterait encore la première puissance mondiale, puisque on parle de 18 000 milliards de dollars au niveau de l'Union européenne. Le seul souci, c'est que en Union européenne, on est sur une confédération d'États, où chacun a sa propre politique, où rien n'est agrégé, rien à part finalement la Banque Centrale Européenne. On n'est pas du tout sur un système fédéral, en tout cas à ce jour, en 2016. Donc officiellement, on a bien les États-Unis en premier, et puis la Chine en second. Alors cette progression et cette puissance reposent essentiellement sur deux facteurs qui ne sont plus du tout le secteur primaire qui était à l'origine un petit peu de ce pays, mais bien sur le secteur secondaire. Donc on est sur des exportations et bien de biens manufacturés. On a plus de 1000 milliards de dollars par an d'exportation, et le premier client reste l'Union européenne à 20% et les États-Unis à près de 20%, qui est aussi également qui est le second client dans ce domaine de produits manufacturés. Donc les fameux appareils électroniques, les textiles, les jouets, les pièces détachées, etc., etc. Et la grande force de la Chine réside dans l'abondance qui semble illimitée d'une main-d'œuvre bon marché et docile. Alors là, on a un petit patchwork de quelques grandes réussites passées et à venir de la Chine. Donc on a en haut le barrage des Trois Gorges, qui est le barrage hydroélectrique le plus grand du monde et le plus puissant. On a sur la gauche, à l'origine, la caricature, l'atelier du monde, donc le textile qui, depuis 2001, depuis l'adhésion à l'entrée de la Chine à l'OMC, peut rentrer librement, sans contrainte, sans barrière douanière, sans tarif, sans barrière tarifaire. On a, à l'époque, souvenez-vous, eu un discours de globalisation qui, en synthèse, disait la chose suivante. Eh bien, on accepte par container entier les chaussettes chinoises ou les chemises chinoises parce que, de leur côté, nous leur vendons nos Airbus. Si c'était chose vraie pendant une quinzaine d'années, et ça va le rester encore pendant peut-être un an ou deux, eh bien, nous allons changer certainement de discours, puisque, en tout cas, le discours ne sera plus vrai, puisque en 2018, peut-être 2019, avec les retards à prévoir quand même pour ce genre de projet, vous avez au centre de l'image le Boeing ou l'Airbus chinois qui devrait venir sur le marché. Donc le Comac 919, qui est l'équivalent en fait du Boeing 737, l'avion le plus vendu au monde, et l'Airbus A320 qui est son équivalent, qui est généralement donc l'avion qui est choisi par les compagnies low cost, entre guillemets. Voilà, donc ce qui était vrai un temps, le monde évolue, le monde change, ne le sera plus d'ici peu. Alors évidemment, ce Comac 919 ne sera pas acheté par les compagnies européennes ou américaines tout de suite. Il y aura certainement des couacs, il serait certainement un petit peu de résistance, mais je pense, et on peut se donner rendez-vous d'ici une petite décennie, qu'il sera un très grand succès parce que ce sera très certainement l'avion qui sera
choisi auprès des autres avions du même type, pour les flottes notamment low cost, et très certainement aussi par les compagnies chinoises elles-mêmes pour un petit peu lancer le succès de cet avion. On a, pour parler d'autre chose que d'aéronautique, vous voyez sur la droite Foxconn qui finalement, là pour le coup, est véritablement dans la caricature, mais montre qu'au-delà du textile, au-delà de l'industrie un petit peu lourde qui est finalement la fabrication d'un avion, également un domaine de pointe qui est quand même eh bien, la fabrication des portables avec Foxconn, qui est l'atelier de Apple. Et en fait, tous les Apple, tous les iPhones que vous avez entre vos mains sont fabriqués en Chine. Alors, conçus, designés évidemment à Cupertino, mais aux États-Unis, mais fabriqués dans les ateliers chinois. Et même si le marketing n'est pas encore aussi performant que celui d'Apple, on a désormais quelques entreprises chinoises qui lancent leur propre téléphone avec plus ou moins de succès. On a également petit clin d'œil sur l'image du bas, le train magnétique, le premier train magnétique à être véritablement avoir dépassé finalement le stade de prototype, donc qui est réellement en service entre l'aéroport et puis le centre-ville de Shanghai. Donc une trentaine de kilomètres qui est assurée par ce train qui a été évidemment fabriqué en Chine et évidemment aussi conçu ailleurs qu'en Chine, donc conçu par les ingénieurs de Siemens, les ingénieurs allemands. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que effectivement, la Chine a une main-d'œuvre, comme on peut le constater sur ces différents exemples, qui est abondante, bon marché, qui est de mieux en mieux formée, qui peut fabriquer des choses que nous fabriquons également de notre côté, au niveau de l'OCDE, mais petit à petit, ce qui manque véritablement, c'est l'innovation. Parce que si on est sur une prise de marché au niveau, par exemple, aéronautique ou au niveau des téléphones portables, on reste sur des prises de marché qui restent sur des choses qui ont été conçues ailleurs, conçues par des ingénieurs, entre guillemets, occidentaux, et copiées par les ateliers chinoises. On a donc dans ce pays un souci qui est au niveau politique et qui se traduit au niveau économique, qui est le manque, en quelque part, d'innovation. C'est vrai qu'on a cet exemple un petit peu détonnant du train magnétique, mais tandis que les Chinois copient le train magnétique qui a été conçu finalement par, enfin copie entre guillemets, hein, c'est un accord officiel entre Siemens et puis Shanghai, tandis que ce train est mis en place, on a, comme vous le savez, du côté de la Californie, le train du futur qui se met en place, c'est-à-dire l'Hyperloop, où là on fait un bond technologique. Donc en fait, l'innovation reste encore malgré tout en Occident, pour caricaturer, et la copie, ou alors la production, même l'autonomie en quelque part, et ça se voit dans le domaine spatial également. La technologie qui existe est une technologie évidemment qui a fait ses preuves. C'est une technologie qui vient de l'ère spatiale de Mercury et puis d'Apollo. Hein. C'est de la vieille technologie, entre guillemets, tandis que toujours aux États-Unis, on est sur des technologies un peu nouvelles au niveau de SpaceX et de l'avenir finalement spatial. Donc on est sur quelque chose qui est possible en Chine, mais quelque chose qui reste limité à ce qui existe déjà. Et tant qu'on n'a pas cette innovation possible, eh bien, on aura toujours un effet barrière au niveau chinois. Donc, premier en termes de quantité, dans beaucoup de domaines, la Chine souhaite, c'est une volonté politique, monter en gamme et en diversité. Elle le réussit donc en fabriquant désormais des avions, donc des longs courriers, des moyens courriers,
Elle le fait en fabriquant ses propres téléphones portables, technologies, en ayant sa propre autonomie spatiale, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il manque toujours cette innovation. On en reviendra. Pour ce faire, et on a besoin de capitaux pour être dans ce genre de projet, et bien en 2014, la Banque asiatique d'investissement et pour les infrastructures, l'AIIB, a été mise en place, qui est un petit peu le bras armé, un petit peu l'équivalent, vous savez, en France, de notre fameuse BPI France, afin d'étendre son attractivité intérieure et son rayonnement extérieur au travers d'investissements financiers d'ampleur, tant domestiques que régionaux. Donc ça, c'est également pour dire que ça va au-delà de la simple création intérieure. On a parfois des partenariats avec des pays comme le Vietnam à côté ou d'autres. Et en parlant de relations diplomatiques et économiques avec certains de ses voisins, le Vietnam étant un petit peu entre deux, et les tendances notamment politiques tendant à se dégrader peu à peu à cause de tensions au niveau d'îles revendiquées par l'un et par l'autre. On a quand même des bonnes relations diplomatiques au niveau de la Chine et de la Russie, évidemment, du Laos, du Cambodge et de la Corée du Nord, avec un effet quand même de plus en plus dans le temps, entre guillemets, de boulet, dont la Chine aura du mal peut-être à se détacher au niveau de la Corée du Nord pour les années à venir, parce que la Corée du Nord s'enfonce dans une voie qui peut mettre à mal les relations diplomatiques avec le reste du monde. Donc en fait, c'est plus historique, et petit à petit, eh bien, on a des relations qui sont moins bonnes avec d'autres, et la Corée du Nord pourrait, comme le Vietnam qui est passé de bon à moyen, voire peu à peu mauvaise, eh bien, la Corée du Nord pourrait également changer de camp dans le temps. Donc on a déjà dans le camp des moins bonnes relations l'Inde, le Tibet évidemment, Taïwan évidemment, le Japon, et ça date pas d'aujourd'hui, la Corée du Sud, ça ne fait pas de surprise, et depuis peu, à cause de ces îles revendiquées, le Vietnam. On estime, pour passer à un autre sujet, que les réserves de change sont à environ 3200 milliards de dollars, enfin l'équivalent de 3200 milliards, ou plus de 3000 milliards de dollars en tout cas, et qui était en nette progression sur le long terme, mais qui sur le court terme, depuis un an, justement pour soutenir le yuan qui devient de plus en plus flottant, et les soubresauts au niveau des marchés intérieurs, eh bien, du carburant au niveau des réserves qui sont brûlées. Donc on a eu une montée à plus de 3200 milliards de dollars, et puis une redescente à 3200. Alors les chiffres sont à manier avec précaution, c'est un chiffre officiel, c'est assez peu transparent, donc on a du mal à avoir le chiffre exact, mais en tout cas, le consensus s'accorde à dire qu'aujourd'hui, en 2016, on est sur un niveau autour de 3200 milliards de dollars. Juste pour la petite info, il y a encore une dizaine d'années, c'est-à-dire on est en 2016, donc en 2006, on était sur du un peu moins, mais autour de 1 milliard de dollars de réserves de change. On était sur à peu près 800 millions. Donc vous voyez, on a quand même en une décennie, on a quand même plus que triplé les réserves de change. Donc effectivement, la Chine est une sorte, grâce à ses exportations, une sorte d'aspirateur à réserve mondiale, et elle stocke ses réserves pour des besoins stratégiques. Donc on a effectivement une part de redistribution, mais on n'a pas qu'une part on n'a pas que de la redistribution, on a également de la réserve. Donc de la réserve, évidemment, là, cette réserve, c'est un équivalent réserve en milliards de dollars, mais ça prend différentes formes. On a de l'euro, on a évidemment du yen, on a de la livre, on a du franc suisse, et on a du dollar américain, évidemment, et aussi un petit peu, et de plus en plus, de l'or qui est stocké par la Banque centrale de Chine.
Donc c'est la réserve la plus importante, 3200 milliards de dollars, avec la Chine. Elle peut peser sur ses partenaires économiques, financiers, via son fonds souverain, le SAFE, State Administration of Foreign Exchange. Donc les forces du pays, c'est sa taille et cette position un petit peu centrale. Le monde, le barycentre du monde change. Aujourd'hui, la relation, les échanges au niveau de l'Atlantique ont laissé peu à peu place aux échanges numéro 1 au niveau du Pacifique. Donc cette position centrale et cette taille est une des forces, une des plus grandes forces, avec sa population qui va de pair avec la taille. Donc la quantité, le coût, la docilité de la population. On parle donc de 300 millions de Chinois qui vivent à l'occidental, qui ont l'équivalent du confort que nous connaissons, mais on a cette fameuse réserve derrière, 1 milliard encore de personnes qui pourraient venir, qui pourraient revenir rejoindre ces 300 millions. Donc on a une réserve de main-d'œuvre abondante, de main-d'œuvre qui est disponible là derrière. Donc on a cette taille, cette population, cette centralisation, parce qu'en fait, vous voyez, ce fameux système à géométrie variable, à géométrie double, d'une part une centralisation au niveau politique, donc pour des décisions qui vont, entre guillemets, toutes aller dans le même sens au niveau de toute la zone, de ces cette vingtaine de régions et de provinces, et derrière, une économie quand même dynamique, concurrencée, enfin boostée par la concurrence, boostée par notamment une population qui peut se mettre à son compte, qui n'a pas le droit de penser différemment, mais qui a le droit de créer son entreprise différemment de son voisin. Les Chinois sont également premiers dans beaucoup de domaines, on l'a vu, c'est le pays de la démesure, premier au niveau du PIB, ramené en parité de pouvoir d'achat, premier au niveau des réserves de change, premier au niveau de la population, premier au niveau de beaucoup de choses. Et cette progression est rapide, même si on a une progression qui tend à s'atténuer. Donc on a une rapidité qui ralentit et qui est, comme on l'a expliqué, normale. Une position géopolitique aussi de premier rang. La Chine, il faut savoir qu'elle fait partie quand même du club fermé des clubs membres permanents de l'ONU. Ça, c'est historique. C'est également un pays qui possède la bombe atomique, qui est donc voilà, dans ce club fermé, qui est également membre de l'OMC, donc les échanges sont libres. Voilà. Mais à toutes ces forces, on a des faiblesses, on en a parlé, et là, si on fait un petit peu la liste de ce que l'on a dit, eh bien, on a l'homogénéité qui est apparente du bloc chinois, et demain, si c'est pas demain, ça sera après-demain, enfin, façon de parler, mais disons que ce système de parti unique, de communisme à la soviétique en quelque part, de grands congrès et de verrouillage des médias et de la pensée, généralement, l'histoire nous l'a montré, se termine généralement soit par des sécessions, soit par une implosion interne, soit par une révolution. Donc on a les jours, en quelque part, de la politique chinoise qui sont des jours comptés, même si la Chine s'ouvre d'un point de vue économique, on l'a vu, pour essayer de retarder au maximum cette échéance viendra et on le verra très certainement bientôt. La dictature administrative et politique, qui, on l'a dit, ne permet pas l'innovation. C'est sûr que si on est formaté pour penser comme tout le monde, on a du mal à essayer d'innover, même si, par ailleurs, on l'a vu, dans les forces, on a évidemment pas mal de contreparties qui sont la force à pouvoir mettre en place des projets gigantesques ou une industrie très performante. On a également dans les faiblesses une forte dépendance à certaines ressources naturelles, notamment le pétrole, mais pas que. Les terres rares, alors ils en ont certaines, mais pas toutes. Donc ils investissent en Chine pour sécuriser un petit peu cette dépendance. On a certains archaïsmes qui demeurent, des potentats locaux, de la corruption évidemment. Un pays si gigantesque, un pays si centralisé, à un moment donné, forcément amène à notamment
ce type de comportement, de phénomène, donc de la corruption, même si ces derniers temps, on a une lutte officielle contre la corruption qui se met en place. Des données macroéconomiques qui sont peu fiables, mais qui peu à peu deviennent de plus en plus fiables, de plus en plus, en tout cas, proches de la réalité. Les opportunités, donc cette matrice SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, eh bien, nous montre des opportunités quand même qui sont bien présentes. On en a parlé. Rappelons-le, le marché potentiel de 300 millions de consommateurs de type occidentaux, c'est un marché vers lequel, voilà, les autorités essayent de rediriger, eh bien, l'économie. Dit autrement, on essaye de plus en plus d'être moins dépendant des exportations et de plus en plus, finalement, dépendant du marché domestique, du marché de la demande intérieure, à l'américaine, finalement, ou à l'européenne. On a cette fameuse réserve de 1000 millions de consommateurs, qui devront être, avant d'être consommateurs, des travailleurs. Cette réserve de 1000 millions de consommateurs, je ne vous ai pas dit 1 milliard, mais bien 1000 millions pour vous donner, une fois de plus, toute la démesure du pays. Une réserve de 1000 millions de consommateurs, c'est à la fois, finalement, un nouveau continent qui s'ouvre à eux et qui est bien là. C'est également les opportunités, une fin de politique de l'enfant unique. Ça, c'est une bonne chose, notamment pour justement cette fameuse consommation intérieure. Peu à peu, une plus grande ouverture au monde, notamment économique et même, entre guillemets, intellectuelle, ce qui amènera ce que l'on a dit précédemment, certainement, à un moment donné, soit une implosion intérieure, soit des revendications sociales qui pourraient se terminer par des velléités un peu plus poussées de type révolution, etc., etc. Le système de change qui devient peu à peu flottant, c'est une opportunité, ça l'est aussi pour nous en tant que cambistes. Donc le système de change qui devient flottant, dit autrement, on est sur un système, on va en parler à la fin du webinaire, on va le voir dans les courbes, mais même si le change est toujours encadré, il devient de plus en plus flottant. Donc il est un petit peu à mi-chemin entre de l'encadré et du flottant. C'est un système mix de PEG, entre guillemets, demi-flottant. On verra ça tout à l'heure. Et puis pour compléter cette matrice SWOT, pour être totalement complet, il faudrait parler des menaces. Et ce qui un petit peu montre les craintes quand on veut investir sur ce pays, eh bien, c'est qu'on a un risque sérieux quand même d'implosion interne. Donc ce fameux désir d'émancipation de la population qui amènera inévitablement à des soubresauts. Si ce n'est pas demain, ce sera de toute façon après-demain. Et si ce n'est pas après-demain, on ne fait que gagner un peu de temps. Mais à un moment donné, forcément, ce système tombera de lui-même. Donc on a ce risque qui est là, ce risque de soubresaut, qui sera finalement un trou d'air à passer et qui ensuite verra à quoi il laisse place. À une fédération peut-être de différentes provinces un peu plus autonomes, à une confédération, pourquoi pas encore plus autonome, à des sécessions. On verra à ce moment-là. On refera peut-être un webinaire à ce moment-là. De nombreuses tensions régionales, intra- et extraterritoriales. Donc ça, c'est pour dire qu'effectivement, notamment, on le voit récemment avec le Vietnam et ses îles revendiquées, parce que derrière, on a des enjeux au niveau du pétrole que l'on peut utiliser, et puis au niveau, évidemment, de toute la zone, des zones d'eau d'eau territoriale à pouvoir gérer ou pas. Donc on a ces tensions régionales qui pourraient amener à des guerres également de ci de là pour des frontières. Pourquoi pas également, on l'a vu sur des frontières qui sont notamment avec le Tibet, pourquoi pas toujours tendues. On a également au niveau des menaces du shadow banking fragile, et ça c'est ce qui a notamment amené à des soubresauts sur les marchés ces derniers temps, notamment le marché de Shanghai. Donc le shadow banking, c'est le fait que les acteurs économiques ont besoin parfois notamment de se financer, ne le font pas forcément au niveau des banques officielles. Et donc on a tout un système de financement parallèle qui se met en place et qui est shadow, donc qui est un petit peu opaque et qui n'est pas
qui ne se reflètent pas forcément justement dans les chiffres centralisés de l'État. Donc on a un système qui est mis en place, qui est parallèle, mais qui est fragile. Et une surchauffe de certains secteurs, notamment, donc au-delà du secteur de la finance, eh bien, le secteur immobilier. On a des villes champignons entières qui se créent, tout change. Vous faites un voyage en Chine à l'instant T, vous revenez 2 ans plus tard, même 1 an plus tard, et vous avez des quartiers entiers qui ont été modifiés, qui ont été rasés puis reconstruits. Vous avez des infrastructures nouvelles de ci, de là. Vous avez vraiment un visage comme ça au niveau du pays qui change, à l'instar de ce qui s'est passé finalement au moment eh bien, de tout ce qui se passait au niveau occidental et notamment en Europe, et pour parler par exemple de la France, de tout ce qui se passait au niveau du bouillonnement de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, au niveau français, où on accueillait à l'époque, à Paris par exemple, eh bien, j'ai un trou de mémoire, les expositions universelles, excusez-moi, et l'arrivée voilà, à Paris du métro, de la Tour Eiffel, et des quartiers comme ça entiers qui changeaient. Donc c'est un petit peu ce qui se passe finalement en Chine, c'est une occidentalisation, c'est une maturation quelque part du pays qui se fait. Et justement, cette maturation amène à une maturité du marché qui est à venir, qui est inévitable et qui donc va faire que ces marchés en forte croissance, peu à peu, avec le temps de baisse, on en a parlé, mais c'est une menace parce que à un moment donné, si vous entrez sur le marché et que vous êtes à la fin, si vous entrez trop tard, effectivement, les choses sont là, mais les choses ne sont pas aussi belles que les opportunités du départ. Elles le sont déjà beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a encore 3 ans, 5 ans, 10 ans. Un petit détour, et puis on glissera vers le yuan petit à petit maintenant sur la People Bank of China, dont on a la photo ici. Donc c'est le bâtiment, voilà, le bâtiment de la Banque centrale, à ne pas confondre avec la Bank of China, la Bank of China qui est une banque entre guillemets commerciale, donc équivalent d'une banque classique, entre guillemets. Là, c'est la People Bank of China, donc PBOC, la PBOC qui a donc en charge la gestion de la monnaie du pays, le yuan renminbi, qui veut dire monnaie du peuple, renminbi, monnaie du peuple, et yuan, moi je le dis à la française, mais en fait, les Chinois parlent plutôt de yuan. Donc le yuan, mais renminbi, et donc cette pièce que vous avez ici, la monnaie chinoise. Donc là, on a la photo de Zhu Xiaochuan, qui est donc président de cette institution, la PBOC, depuis 2002. Et j'ai fait un petit peu un petit comparatif. Ça fait 15 ans, donc ce monsieur est à la tête de l'institution. Mario Draghi est à la tête de la BCE depuis 2011, donc depuis environ 5 ans. Janet Yellen, qui a remplacé Bernanke il n'y a pas si longtemps, puisqu'elle l'a remplacé il y a 2 ans, a permis le renouvellement récemment. Et c'est vrai qu'une quinzaine d'années, ça fait quand même beaucoup pour une personne, mais en regardant bien, on a eu quand même un exemple, le fameux exemple de Greenspan, qui est resté à la tête de la Fed de 87 à 2006, donc 19 ans, près de 19 ans pour Greenspan, qui est quand même voilà, une figure quand même emblématique. Et Zhu Xiaochuan est en passe d'ici allez, 3-4 ans, eh bien d'atteindre le record de Greenspan. À moins que. Donc la Banque centrale chinoise, elle a un fonctionnement qui est un peu similaire à toutes les banques centrales, notamment à notre Fed et à notre BCE que l'on connaît bien, mais elle est quand même non transparente dans sa politique monétaire. Donc elle a une mainmise très forte sur sa devise. C'est ce qui la différencie eh bien, des autres principales banques centrales. Donc une non-transparence dans sa politique monétaire et une mainmise très forte sur sa devise qui
peu à peu, évidemment, relâche cette mainmise, peu à peu essaye d'être de plus en plus transparent, donc ça va sur la voie du mieux, mais on reste quand même sur une sorte de blocage, comme si on est, malgré la fin des accords de Bretton Woods, sur une sorte d'encadrement et de mainmise très forte de la Banque centrale, comme si la Banque centrale de Chine était restée justement dans ces accords, dans ces vieux accords de Bretton Woods. Voilà, donc le PEG, qui est l'encadrement par le haut et par le bas, hein, donc un cap et un floor, donc un niveau à ne pas dépasser au niveau de la devise, enfin 2 niveaux à ne pas dépasser, puisqu'on parle de cap et de floor, de plancher et de plafond, dans lequel la devise peut fluctuer librement, hein, c'est ça un PEG, mais ce PEG, qui était très serré, tend peu à peu à se desserrer, et s'est desserré justement il y a à peu près un an. Donc de nombreuses phases de dévaluation compétitive ont eu lieu dans les années 80, lorsque les pays occidentaux avaient une forte inflation. Et en 2001, avec l'entrée dans l'OMC, la Chine, qui avait fixé la parité du yuan sur le dollar américain, a lâché cet arrimage au billet vert en 2005 pour revenir à cette fameuse bande de fluctuation. Alors à l'époque, le PEG était de l'ordre de 0,3% intraday, donc on ne pouvait pas dépasser en une séance une fluctuation plus grande que 0,3% par rapport au pivot de la veille, tout en privilégiant des floors, c'est-à-dire des planchers, sur la paire USD-CNY, c'est-à-dire pour ne pas trop réévaluer la monnaie chinoise. L'idée étant derrière de rester compétitif au niveau des exportations. Donc il fallait rester sur une monnaie chinoise, sur un yuan plutôt déprécié face à un dollar américain. Et ce fameux 0,3% aujourd'hui, aujourd'hui et depuis 2015, eh bien, on n'est plus à 0,3%, on est à peu près sur le double, on lâche peu à peu. Non, on est sur du 1,5%. Pour être officiel, pour être précis en fait, on est sur une fourchette qui est beaucoup plus large en fait aujourd'hui. Voilà. Donc depuis l'été 2015, cette bande s'est élargie, l'interventionnisme s'est amplifié avec des flours ponctuels pour tenter de faire déprécier le yuan par le marché. Le FMI apprécie cela et à tel point que le FMI accorde au yuan peu à peu sa place de grande réserve, de grande devise de réserve aux côtés des précédentes que l'on a déjà citées, hein, qui sont la livre, le franc suisse, l'euro, le yen et le dollar américain. Donc le FMI va intégrer d'ici la fin de cette année officiellement le yuan dans le panier de devises de l'institution. Les taux directeurs, ils restent élevés, mais ils sont en phase d'assouplissement. Donc en fait, pour accompagner ce fameux soft landing chinois, pour rester poli entre guillemets, c'est-à-dire en gros ce ralentissement, certains parlent de hard landing, eh bien les Chinois accompagnent cela avec une baisse des taux. Hein. Donc la baisse des taux, c'est le principal outil de politique monétaire, le principal levier sur lequel une banque centrale appuie pour essayer de soutenir, voire de relancer son économie. Donc la dernière baisse a eu lieu le 23 octobre 2015, donc il y a quelques mois, avec 25 points de base qui ont permis, aujourd'hui, vous le voyez sur le petit tableau à droite, le taux des banques centrales, donc c'est tout en bas, le PBOC, est aujourd'hui, avec ce dernier cut, d'octobre 2015. Aujourd'hui, on est sur du 4,35% de rémunération du yuan. 4,35% à l'année, évidemment. Aujourd'hui, la Réserve fédérale, qui a remonté un petit peu son taux il n'y a pas si longtemps, est à du 0,5%. La Banque centrale européenne, l'ECB, est à 0%, donc 0,0. Donc là, on n'a aucune rémunération sur la devise européenne. On a même des particularités comme la Bank of England, la Swiss National Bank, hein, la banque centrale de Suisse qui rémunère finalement à l'inverse, donc qui part sur des taux négatifs, donc qui demande de l'argent si on emprunte, si on place
en devise suisse, et on est sur une rémunération également négative au niveau de la Bank of Japan. Donc on est sur des anomalies comme ça, tandis qu'à l'autre bout du monde, au niveau d'autres pays émergents, comme la Banque centrale russe, la CBR, on est sur du plus de 10%, et on est sur la Banque centrale du Brésil à du 14%, plus de 14%. Vous voyez d'un côté des fortes rémunérations et de l'autre côté des rémunérations négatives. La People Bank of China, finalement, en regard de ces deux extrêmes, est sur des niveaux certes élevés quand on regarde ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, mais sur des niveaux qui restent somme toute très maîtrisés, 4,35%, sur des niveaux très maîtrisés, avec, vous voyez, un dernier cut qui a eu lieu il y a pas un an, mais quasiment un an, donc on est sur des fluctuations qui restent encore très, entre guillemets, lentes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, des paliers, des cuts qui arrivent de temps en temps, mais qui sont somme toute dans un sens entre guillemets cohérent, c'est-à-dire qu'on n'a pas une hausse puis une baisse, on est bien sûr une descente progressive, et puis à un moment donné, un plancher qui laissera place un jour à une réhausse. C'est le cycle dans lequel la Réserve fédérale américaine est. Alors oui, avant de passer à ce slide, juste une dernière un petit détail pour bien vous montrer qu'effectivement la Banque centrale chinoise n'est pas aussi transparente que ses homologues. Vous voyez dans ce tableau, la prochaine réunion qui est bien planifiée pour la plupart, pour toutes les banques centrales, même que l'on a ici, est sur la People Bank of China, donc l'avant-dernière ligne, vous voyez, eh bien sans date. C'est-à-dire on n'a pas de date officielle sur la prochaine réunion, et donc le prochain cut, ça peut être demain, mais ça peut être dans un an, ça peut être dans 6 mois. On n'a pas d'idée de date, et on n'a pas comme ça de date planifiée. Ça, c'est donc une des émanations de cette politique monétaire non transparente. Voilà, je passe sur le slide suivant, où là vous avez donc le yuan, le yuan, donc qui est avec son petit signe, qui est le Y barré une fois, parfois certains le barrent 2 fois. Bon, il faut faire attention à ne pas le confondre avec le yen. On a le centime qui s'appelle le fen, et le jiao qui est finalement l'équivalent de 10 centimes. Bon, on peut utiliser évidemment les centimes et le jiao, mais voilà, on est sur ces pièces. Bon, c'était la partie numismatique, mais tout ça pour vous dire que pour nos systèmes de cambistes, nous, on est sur un code ISO 4217 qui est bien normalisé, et le yuan, c'est du CNY. CNY, c'est le yuan officiel. Parfois, certains parlent de RMB, RMB, évidemment, renminbi, mais on est sur une devise, en quelque part, qui réplique le yuan, mais qui n'est pas le véritable yuan. Le yuan officiel, c'est CNY. Et on a, et au-delà du RMB, eh bien, parfois le yuan offshore, le CNH, qui est le yuan sur lequel on peut librement, entre guillemets, intervenir en tant que cambiste étranger. Et c'est celui sur lequel nous allons regarder les cours sur la plateforme. Alors, merci de votre attention, et puis je vais passer juste le relais à Alain qui va eh bien, ouvrir le graphique. Voilà, de la plateforme. Donc, on est sur la NanoTrader et on est sur cette paire USD-CNH. Donc, on n'est pas sur USD-CNY, mais bien sur USD-CNH, le yuan offshore, le yuan sur lequel nous pouvons librement intervenir. Nous sommes sur ici un intraday, et moi j'aime bien commencer d'abord sur de l'hebdo, parce que l'hebdo, c'est vrai que ça nous donne tout de suite. Je suis sur l'hebdo, excusez-moi. Alors c'est parfait. Je voyais One Day, c'est pour ça. En fait, on est sur l'hebdo. Alors c'est parfait si on est sur l'hebdo. Donc on commence par ce plan général large, on zoomera ensuite en intraday. Donc, vous voyez deux grands comportements au niveau de la paire.
On est d'abord sur un comportement jusque août 2015, donc là où je place le curseur, c'est-à-dire ce grand cierge haussier, cette grande bougie pas rouge mais blanche là pour le coup, haussière. On est sur un effet, vous voyez, précédent, qui est un effet de mouvement, alors certes toujours chaotique, hein, comme d'habitude sur les marchés, mais qui est toujours un mouvement avec une faible volatilité. C'est le fameux PEG dans lequel les cours ne pouvaient pas évoluer librement, voilà, à part quelques soubresauts ici, hein, en août 2011, et puis bon, parfois quelques envolées ici comme février 2014, mais en fait, de manière générale, on avait une courbe avec des petites bougies de salon, d'agrément qui étaient là et qui vivaient leur vie, avec même un effet ici de flou, de plancher, jusqu'au moment où, voilà, en ce fameux août 2015, le yuan est devenu semi-flottant avec, là on va zoomer voilà, sur cette partie-là, désormais un autre comportement où on est, alors là on est sur des bougies, donc me dit Alain, hebdo, des bougies hebdo qui vous montrent que désormais le yuan peut fluctuer beaucoup plus librement, même s'il est toujours dans un peg, on est sur du semi-flottant, semi-peg, et on est sur un effet où le yuan peut évoluer quand même assez librement, même si on a toujours derrière une intervention des banques centrales, et notamment de la banque centrale principale donc de Chine, pour essayer de maintenir évidemment le yuan entre guillemets le plus déprécié possible, sans toutefois le déprécier trop rapidement, trop vite et trop fortement. Donc l'idée derrière tout cela, c'est d'essayer de faire déprécier le yuan plutôt par le marché que par des interventions, et plutôt lentement que par des mouvements brusques, pour ne pas effrayer le marché. Donc petit à petit, telle la grenouille qui, dans la température du chaudron, chauffe, se laisse un peu endormir, plutôt que de la plonger dans un bain d'huile bouillonnante, ben petit à petit, vous voyez cette courbe qui monte. On a bien cet effet avec la flèche qui nous montre la tendance haussière. Peu à peu, voilà, depuis août 2015, on a une courbe qui monte. Ce qui signifie, comme on est sur USD-CNH, que l'USD s'apprécie, tandis que le CNH peu à peu se déprécie. Donc dit autrement, on va bien dans le sens que souhaitent les autorités, c'est-à-dire une dépréciation, une dépréciation lente et régulière, mais contrôlée du yuan. Cette dépréciation est encadrée par finalement une sorte de canal haussier dont on peut voir la borne basse, qui est la flèche qui monte peu à peu. Alors là, on va faire désormais un zoom en journalier, et puis on va zoomer comme ça, on aura plus de voilà, sur ce qui se passe désormais, qui est beaucoup plus intéressant. Et là, comme vous pouvez le constater, on est en journalier sur effectivement cet effet de hausse peu à peu dans le temps du yuan, avec évidemment des hausses et des baisses, donc des cycles haussiers et des cycles baissiers. Alors je vous ai mis un stochastique lent dans le bas de l'écran, et on arrive peu à peu, là on est en journalier, peu à peu, donc d'ici la fin de la semaine, à un point haut au niveau du stochastique, et un point haut qui sera certainement du voilà, 6,67, 6,68 ici, un point haut qui devra ensuite laisser place à un mouvement baissier qui continuera finalement le mouvement baissier de fond que nous avons entamé depuis juillet 2016, donc depuis à peu près un mois. On va revenir en hebdo, et une fois que les cours seront passés donc de ce fameux 6,67, 6,68 en point haut, là actuellement on est sur du 6,65, 6,66 à peu près, une fois qu'on aura eu ce mouvement de baisse du marché pour le cycle journalier à venir baissier, donc après un point haut en fin de semaine, on devrait avoir ici un point bas, vous voyez,
sur le stochastique hebdo, là pour le coup, un point bas qui devrait correspondre à peu près au point bas, voilà, qui correspond à peu près au point bas de la courbe sur du à peu près 6,60. 6,60 sur lequel pourrait très certainement s'appuyer la courbe pour ensuite repartir vers le haut, puisqu'après une phase baissière sur notre stochastique hebdo, on devrait laisser place à une phase haussière. Et comme on est sur de l'hebdo, cela devrait très certainement se produire d'ici 2-3 bougies, ce qui nous amène à peu près au moment où la Réserve fédérale américaine devra parler pour donner sa décision sur le taux directeur. Est-ce qu'elle va poursuivre son mouvement de rehausse des taux ou est-ce qu'elle temporise une fois de plus comme elle a fait ces derniers temps? Donc on a eu une première hausse des taux au niveau de la Réserve fédérale ces derniers temps récents. On a eu ensuite une temporisation et là désormais on attend la Réserve fédérale pour nous annoncer le consensus va de ce sens, les probabilités sont toujours plus élevées à l'heure où on parle pour une rehausse des taux au niveau de la Réserve fédérale, donc du dollar américain. Et comme le dollar américain, vous voyez, est en devise de base sur cette paire, eh bien, on pourrait alors très certainement avoir, une fois qu'on a eu un appui sur du 6,60, 6,61 à peu près, eh bien, un retour vers des plus hauts, ce qui correspond à la prochaine phase haussière au niveau hebdo. Et ce qui correspond finalement à notre 6,70, 6,75 en ligne de mire au niveau de l'objectif final en swing trading long terme. Bien, merci Benoît pour ce webinaire. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, donc je reprends quelques instants la parole pour ici vous rappeler les coordonnées et surtout la manière de nous retrouver. Benoît intervient également ponctuellement sur le site Univers Bourse. Donc, c'est pas rare de le trouver dans la rubrique analyse ou dans la rubrique trading. Une chose que Benoît n'a pas du tout parlé, mais que vous retrouverez en archive sur le site Univers Bourse. Donc, un des événements sur le marché d'échange qui a beaucoup marqué les traders, ça a été le Brexit. Et si vous allez, donc Benoît très gentiment n'en a pas parlé, mais moi j'insiste sur ce point parce qu'il avait 2 jours avant le Brexit, donc publié sur Univers Bourse quelques recommandations. Je vous invite juste à aller les lire et vous en découvrirez effectivement que si beaucoup de monde et si beaucoup de pronostiqueurs ne voyaient pas du tout le Brexit, enfin, ne voyaient pas du tout la victoire de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, Benoît, inversement, vous expliquait très clairement pourquoi il y avait une forte probabilité que ça se produise et il donnait également des stratégies sur de nombreuses parités que je vous invite à retrouver. Donc, c'est très facile à retrouver tout cela. Il suffit d'aller sur le site Univers Bourse, de cliquer sur l'onglet Analyse et vous allez retrouver tout cela. Donc voilà, je ne dis pas pour autant que tout ce que vous annonce Benoît ce soir vis-à-vis de la Chine va forcément se réaliser pile poil. Simplement, effectivement, j'ai tenu à inviter Benoît pour ce webinaire afin de donner une vision de long terme, une vision de fond sur cette monnaie qui progressivement prend de plus en plus de place. Il l'a souligné, le FMI maintenant lui accorde toutes ses lettres de noblesse. Et donc, je ne peux que vous inviter à vous intéresser à cette parité qui est disponible bien sûr sur nos plateformes. Donc, n'hésitez pas à revenir notamment vers moi si nécessaire pour avoir plus de précision ou bien entendu visiter le site Univers Bourse. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, vous pourrez bien sûr réécouter ce webinaire, comme je vous l'ai indiqué, à partir de demain midi sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Et pour ma part, donc, je vais arrêter l'enregistrement. Et encore, s'il y a des questions, on pourra encore y répondre.